Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans lesquelles j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs enseignants, chercheurs, doctorants, maîtres de conférences entre autres. La première partie de cette série sera tournée vers l'égyptologie, c'est-à-dire l'étude de l'Égypte antique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Perraudot, qui est maître de conférences HDR, c'est-à-dire habitation à diriger des recherches, en égyptologie et qui enseigne à l'UFR d'Histoire de l'Art et Archéologie à la Sorbonne Université, autrement connu sous le nom de Paris 4. Il a travaillé à Saqqara, à Karnak, à Deir el-Bahari et est le directeur adjoint de la mission française des fouilles de Tanis. Il a publié sa thèse sur l'administration sous la 22e dynastie, ainsi qu'un manuel collectif nommé l'Égypte pharaonique, Histoire, Société et Culture, avec ses collègues de la Sorbonne, que sont Pierre Tallet, Chloé Ragazzoli et Claire Somalino, destiné à un large public, et a récemment publié le 3e volume de l'Égypte et la vallée du Nil, dans la collection Nouvelle Clio, couvrant les dynasties 21 à 30. Vous trouverez les liens de ces ouvrages dans la description de la vidéo. Monsieur Perraudot, en quelques mots, quel cursus avez-vous suivi pour enfin en arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Alors bonjour, j'ai suivi un cursus d'histoire avec une option de géographie et une option d'archéologie, tout d'abord donc à l'université d'Angers, avant de venir à Paris compléter mon cursus en licence, puis en maîtrise d'égyptologie. Puis ensuite j'ai fait une thèse en égyptologie, toujours à l'université de la Sorbonne, hein, Paris 4. Et enfin, ayant obtenu ma thèse en 2004, je suis passé par l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, ce qui m'a permis de compléter ma formation sur le terrain, donc à la fois une formation d'historien de l'art, d'archéologue, de géographe aussi en partie, qui sont nécessaires finalement à la formation en égyptologie, parce que l'égyptologie est une science qui couvre tous ces domaines-là en fait. Très bien. Et quels sont vos champs de recherche du coup ? Alors, mes spécialités sont l'étude de l'Égypte du premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qu'on appelle les époques tardives en général, après les grands empires, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire. Eh bien, on a une période qui a été considérée comme une décadence, mais enfin, c'est une très longue décadence qui dure 1000 ans. Et donc, je suis spécialiste à la fois de l'histoire, de l'archéologie, de l'histoire de l'art, de ces périodes, entre en gros 1069 avant Jésus-Christ et 332. En 332, c'est l'arrivée des Grecs, hein, d'Alexandre le Grand, et avant 1069, c'est l'Empire des Ramsès. Et entre l'Empire des Ramsès et l'arrivée des Grecs, eh bien, on a là l'espace de 10 dynasties qui sont ma spécialité. D'accord, bah justement, on a eu pas mal de questions sur ces dynasties. Mais avant, on a Lucas qui nous demande: les grands Égyptiens savaient-ils faire du béton ou en restait-il à la pierre taillée? Alors les Égyptiens, a priori, ne savaient pas faire du béton, hein. Ils savaient faire des mortiers pour sceller leurs murs notamment, mais aussi pour les enduire quelquefois, mais ils ne savaient pas faire du béton et il n'y a pas de blocs de pierre moulés, hein. Bon, il y a eu une théorie sur la construction des pyramides un peu alambiquée et hallucinante sur la construction des pyramides en blocs de béton. Dont on ne voyait pas vraiment l'intérêt, parce que bon, construire une pyramide avec des blocs de pierre reconstitués qui seraient presque aussi lourds que des blocs de pierre normaux, ça n'a aucun intérêt. D'autant plus qu'on n'a pas trouvé de moule qui correspondrait à ces pierres reconstituées. Et sachant que les blocs des pyramides, des grandes pyramides de Khéops, etc., ont aussi des formes variables, on ne comprendrait pas pourquoi est-ce qu'on n'en a pas profité pour faire des pierres moulées de toutes de la même taille. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, donc non, en fait, il n'y a pas d'utilisation de béton à proprement parler. Ok, très bien. Je pense que c'est d'ailleurs une question qui est assez partagée par pas mal de monde, donc c'est très bien. Et ensuite, nous avons Jennifer qui, très curieuse, a posé de très nombreuses questions. Vous en avez sélectionné quelques-unes. Sa première question, tout d'abord, c'est: quels sont les différents peuples
qui ont eu un contact avec l'Égypte antique, car elle a vu un documentaire sur les Hittites et la grande bataille contre Ramsès II, et donc elle voulait en savoir un petit peu plus. Ah oui, alors effectivement, l'Égypte est un pays qui est à un carrefour, hein. C'était à l'angle nord-est de l'Afrique. Donc un carrefour entre l'Afrique et l'Asie, du côté terrestre, entre la mer Rouge et la Méditerranée du côté maritime. Et sa position de carrefour, en fait, on fait qu'elle a été le lieu de rencontre de différentes populations, qui d'ailleurs sont à l'origine de la population égyptienne elle-même. Donc ces contacts des Égyptiens avec les populations alentours ont pu être à la fois violents, hein, sous forme de guerre, mais aussi quelquefois dans un sens beaucoup moins belliqueux, sous forme d'échanges commerciaux, hein, tout simplement. On sait que les Égyptiens ont été en contact avec les Libyens, par exemple, hein, à l'ouest, très très tôt, hein, dès la période qu'on appelle prédynastique, c'est-à-dire au 4e millénaire avant Jésus-Christ, mais aussi avec les populations installées au sud du Levant, hein, au niveau de la Palestine. On a des liens pendant l'époque qu'on appelle la dynastie 0, par exemple, c'est-à-dire vers 3100, 3200 avant Jésus-Christ. On a effectivement déjà l'intervention de rois d'Égypte dans ce secteur-là. Et puis, bien sûr, on sait aussi que l'Égypte a entretenu des liens très très étroits avec les populations de Nubie, hein, du nord du Soudan, et on sait bien que ces populations, dès les époques les plus anciennes, dès le 4e millénaire, il y a des liens très étroits, à la fois commerciaux, mais aussi culturels, hein. La population qui s'appelle le groupe A, qui peuple le nord de la Nubie au 3e millénaire, au 4e millénaire, excusez-moi, entretient des liens très étroits avec la culture égyptienne de l'époque, qu'on appelle la culture de Nagada. Alors, par la suite, les Égyptiens vont en contact avec des peuples voisins et aussi des peuples plus éloignés, hein. Donc, en Nubie, justement, le royaume de Kouch ou royaume de Kerma va devenir une puissance dangereuse avec laquelle les Égyptiens vont devoir compter, notamment à travers la construction de forteresses progressivement, jusqu'à ce qu'au Nouvel Empire, les pharaons, Toutmosis Ier et Toutmosis III, éliminent complètement cet État nubien. De l'autre côté, les Libyens, côté ouest, les Libyens vont tenter de rentrer en Égypte plusieurs fois. Ils vont réussir quelques fois. Les Cananéens qui peuplent le sud du Levant, hein, la Palestine, Israël, le Liban actuel, eh bien ces Cananéens aussi vont entrer en Égypte quelques fois. Par exemple, on a vers 1700 une dynastie égyptienne, mais qui est d'origine cananéenne, hein, qu'on appelle les Hyksos, qui règnent vers 1700, 1600 en Égypte. Et un peu plus tard, on a une dynastie libyenne qui va régner en Égypte, hein, la 22e, même la 23e dynastie, hein, sont deux dynasties d'origine libyenne qui règnent en Égypte entre 945 et 700 avant Jésus-Christ à peu près. Et puis les Égyptiens ont aussi eu des contacts avec des peuples encore plus éloignés, notamment les Hittites, hein, dont parle la question. Les Hittites, les Mitanniens aussi, qui sont un peuple qui était installé dans le nord de la Syrie et dans le nord de l'Irak. Et ces peuples-là, eh bien, vont être en rivalité avec l'Égypte pour le contrôle de la Syrie et de la Palestine, qui sont des zones commerciales importantes. Et là, on va avoir des guerres. On va avoir des échanges commerciaux, on va aussi avoir des traités de paix, notamment un sous Ramsès II. Et ces traités de paix organisent un peu le commerce, quelquefois les échanges éventuellement. Aussi, ils sont scellés souvent par des mariages diplomatiques. Par exemple, Ramsès II, après avoir fait la paix avec les Hittites, hein, en son an 4, il remporte soi-disant la bataille de Kadesh. En fait, il n'a pas vraiment gagné à Kadesh. Mais en l'an 20, il va faire la paix avec les Hittites et il va épouser, en l'an 34 de son règne, il va épouser une princesse hittite, hein, et puis plus tard une deuxième. On sait aussi que le pharaon Amenhotep III, hein, vers 1350-1360 avant Jésus-Christ, avait épousé des princesses babyloniennes, mitanniennes. Donc c'est quelque chose d'assez habituel de voir ces alliances internationales, hein. Donc des relations qui sont vraiment qui existent avec les peuples voisins jusqu'à la fin de l'histoire égyptienne, parce que par exemple avec les Perses ou les Babyloniens, on a des tentatives d'invasion, hein, et puis une occupation perse qui va durer 100 ans, hein, plus de 100 ans même. Donc voilà pour les relations des Égyptiens avec ces populations. Très bien, merci. Je prends un cours en même temps, ça me fait une petite révision. Elle demande ensuite si certains peuples ont une incidence sur la culture égyptienne.
Car, précise-t-elle, dans la Grèce antique, certains dieux ont une incidence. En l'occurrence, Platon utilisait beaucoup ces mythes avec les dieux du panthéon grec, et donc elle était surprise de voir que Platon cite Amon alors que ce dernier n'est bien entendu pas un dieu de la culture grecque. Alors bien sûr, les contacts des Égyptiens avec les différentes populations ont entraîné des échanges culturels entre ces différentes civilisations. Hein. Et au niveau de la religion, c'est assez évident. On a des éléments qui permettent de comprendre que la religion égyptienne étant une religion polythéiste, elle permet d'admettre différentes divinités. En plus des siennes, on peut avoir des divinités étrangères qui vont se rajouter. Un peu comme tous les polythéismes d'ailleurs, hein, à Rome et en Grèce, c'était un peu pareil. Et donc du coup, à partir du Nouvel Empire surtout, hein, les Égyptiens, les pharaons, mais aussi des classes plus populaires, hein, vont se mettre à rendre un culte, à adorer certaines divinités cananéennes notamment. Et on a des stèles, par exemple, qui représentent les pharaons comme Ramsès II, hein, en train d'honorer, d'adorer des déesses comme Astarté, hein, qui était une déesse phénicienne, ou Anat, une déesse syrienne. Et par exemple aussi, l'aîné des filles de Ramsès II s'appelle Bentanat. Et Bentanat, ça veut dire la fille d'Anat. Mais c'est pas un nom égyptien, hein, c'est un nom sémitique. Un Bint, ça veut dire la fille, et Anat, c'est cette déesse syrienne. Donc l'aîné des enfants de Ramsès II, probablement, sa fille, une de ses filles, portait un nom étranger et honorant une divinité étrangère, ce qui montre que ces divinités étrangères pouvaient atteindre une grande importance, hein, dans le panthéon égyptien. Alors beaucoup plus tard, au premier millénaire, lorsque les Grecs vont s'installer en Égypte, hein, à partir du 7e siècle, en fait, hein, des Grecs s'installent en Égypte d'abord comme mercenaires, puis ensuite très vite comme commerçants, hein, les deux vont souvent ensemble, avant d'envahir l'Égypte eux-mêmes en 332, eh bien ces Grecs vont eux aussi apporter leur divinité. Cela dit, le système va fonctionner un peu différemment, c'est-à-dire que les pharaons égyptiens, pour cette époque, ne vont pas forcément adorer des dieux grecs. En revanche, les Grecs qui sont présents en Égypte vont faire des équations, si on veut, entre leur divinité à eux et les divinités égyptiennes qu'ils rencontrent dans leur vie lorsqu'ils vivent en Égypte. C'est ce qu'on appelle l'interpretatio graeca. Zeus va correspondre à Amon, hein, ils sont tous les deux les rois des dieux. Horus va devenir Apollon, parce que Horus est un dieu solaire et Apollon un dieu aussi de la lumière et du soleil. Hathor, qui est la déesse de la fécondité, va être identifiée à Aphrodite. Osiris va être rapproché de Dionysos, parce qu'ils ont tous les deux un caractère terrien, cnonien, et aussi des cérémonies qui se rapprochent au niveau de ce qu'on appelle les mystères de Dionysos. Donc, on va même inventer aussi quelquefois des divinités qui mêlent attributs égyptiens et grecs, comme Sérapis, hein, qui ressemble à Hadès, mais qui va devenir l'époux d'Isis, un peu à la place d'Osiris, hein, dans la religion officielle à Alexandrie, hein, à partir des années 330-300, donc dans l'Égypte grecque. Alors, certains dieux égyptiens vont aussi être adorés hors d'Égypte. Hein. On sait bien que dans le monde grec et aussi dans le monde romain, les dieux égyptiens comme Isis, Osiris, Anubis vont faire l'objet d'un culte qui va se répandre dans tout l'Empire romain. On sait qu'à Rome, il y avait un temple d'Isis, à Pompéi, il y a un temple d'Isis, et il y en avait même à Lutèce, hein, un temple d'Isis, et un temple de Sérapis. Donc une religion qui fonctionne dans les deux sens, avec à la fois une récupération de dieux étrangers en Égypte à une certaine époque, et en même temps des dieux égyptiens qui s'exportent, et ça fonctionne assez bien. Alors le cas particulier qui est évoqué est celui d'Amon. Le dieu Amon, qui est un dieu égyptien de la ville de Thèbes, hein, dans le sud de l'Égypte, un dieu qui a une facette de bélier, si on veut, hein, s'est répandu en Libye, où il a été assimilé à un vieux dieu bélier libyen aussi. Et dans les oasis du désert libyque, eh bien, on va voir apparaître notamment à Siwa un oracle d'Amon. Or cet Amon va être identifié à Zeus et est appelé Zeus Amon. Mais l'Amon libyen est appelé Amon avec deux M, hein, c'est pas tout à fait le même. Mais ce Zeus Amon, roi des dieux, va être reconnu des Grecs, en fait, puisque les Grecs s'installent aussi en Libye, hein, dans leur époque de colonisation, hein, à partir du 8e, 7e siècle. Ils vont s'installer en Libye, et
ils vont connaître et reconnaître en fait ce dieu. Et lorsqu'Alexandre le Grand vient en Égypte, eh bien, un de ses premiers trajets qu'il va faire, c'est d'aller se faire reconnaître comme fils d'Amon, fils de Zeus Amon, par l'oracle de Siwa. Hein. Et à partir de ce moment-là, on va représenter souvent d'ailleurs Alexandre avec les cornes de bélier, les cornes du dieu Amon. Donc une version un peu syncrétique, même si le terme de syncrétisme est un peu discuté et discutable, de ces divinités égyptiennes et grecques. D'accord, très bien. Et du coup, sa question suivante, elle est dans la lignée, entre guillemets, de celle-là, qui, en l'occurrence, est une question concernant le peuple hébreu, premier peuple monothéiste de l'histoire, et elle souhaite savoir s'il y a des écrits, notamment des écrits théoriques, sur la façon dont les Égyptiens ont réagi à ce monothéisme, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont été surpris ou est-ce qu'ils ont encore été étonnés, par exemple. Alors là, il faut en fait se détacher un peu de l'image qu'on a de ces relations entre les Égyptiens et les Hébreux, qui relèvent souvent en fait d'une vision ancienne de la Bible, et puis aussi comment dire, de ce qu'on peut appeler un folklore cinématographique ou littéraire. Et les recherches archéologiques et textuelles hein, sur l'écriture de la Bible, en Palestine notamment et en Israël, ont montré que les relations entre l'Égypte et les peuples hébreux et puis juifs ne sont pas celles qu'on a cru être. Par exemple, il y a très très peu de traces des Hébreux en Égypte à l'époque qu'on appelle le Nouvel Empire, hein, 1500 à peu près 1100 avant Jésus-Christ, qui est l'époque où on place traditionnellement l'installation des Hébreux en Égypte, puis l'Exode. Eh bien, on a très peu de traces, tout simplement parce que les Hébreux à cette époque-là ne sont pas un peuple encore constitué. Hein. Donc ils n'existent pas. Hein. Il y a des individus certainement qui viennent de Canaan, mais qui ne laissent pas tellement de traces. Et puis à cette époque-là, le monothéisme n'est pas encore en place. Hein. Il faut bien comprendre qu'il se met en place beaucoup plus tard. Donc les relations sont assez différentes hein, de celles qu'on a pu penser. La Judée n'est pas devenue monothéiste avant au moins le 7e siècle, avant Jésus-Christ. C'était à l'époque de Josias à peu près, du roi Josias. Et c'est à ce moment-là qu'on a inventé la règle, un seul Dieu, une seule loi, un seul temple. Il faut bien comprendre qu'auparavant, il y a plusieurs dieux, c'est-à-dire que Yahvé est là, mais il y a Baal aussi à côté, et puis Yahvé a une épouse, et il y a plusieurs temples. Il y a un temple à Jérusalem, il y a un temple à Sichem probablement, et il y a des temples en Égypte. Lorsque les Juifs vont venir s'installer en Égypte, quelquefois ils vont former des communautés, hein, et à partir de là, on aura des lieux de culte. Alors les exemples les mieux connus, hein, l'exemple le mieux connu, c'est la garnison d'Éléphantine. À partir du 7e siècle, des Juifs vont s'installer en Égypte parce qu'ils fuient les invasions assyriennes et babyloniennes. Ils vont s'installer comme mercenaires. Et on a toute une garnison juive et araméenne à Éléphantine qui est installée dans cette île qui sert de frontière au sud de l'Égypte. Et cette garnison est très bien connue par un lot de papyrus qu'on appelle les papyrus d'Éléphantine. Et il y en a plusieurs dizaines de milliers hein, sur plus de 2000 ans. Donc c'est un lot énorme. Et dans ce lot, effectivement, il y a beaucoup de papyrus en araméen, parce que les Juifs à cette époque-là écrivent et parlent en araméen essentiellement. Ces documents sont extrêmement intéressants parce que beaucoup d'éléments de la religion judaïque sont connus à travers ces documents-là. L'organisation de la Pâque, par exemple, la Pâque juive, eh bien, elle est connue le plus anciennement par ces documents-là dans les années 600 à 500 à peu près. Hein. Alors, il y a beaucoup de traits donc méconnus. Hein, le fait que, par exemple, il y avait une épouse, hein, une déesse épouse, qui apparaissent dans ces papyrus-là. Alors, à ce moment-là, il y a un temple de Yahvé à Éléphantine. Et plus tard, il y en aura aussi un à Héliopolis, hein, c'est une autre ville égyptienne dans le nord de l'Égypte. Donc, on est à une époque où il n'y a pas encore tout à fait un monothéisme et où il y a encore plusieurs temples. Alors, quelle est la position des Égyptiens par rapport à cette religion juive en phase de construction, on va dire? Eh bien, les Égyptiens sont plutôt un peuple tolérant, et effectivement, leur polythéisme leur permet d'assimiler, de récupérer, d'accorder une place, on va dire, aux autres divinités. Mais c'est plus difficile avec le monothéisme, puisque lui-même n'accepte pas d'autres divinités. Alors, en fait,
irait bien, tout a à peu près bien fonctionné jusqu'à la fin du 6e siècle. Hein. Dans les années 520-510, à Éléphantine, on sait qu'il y a eu des émeutes et des vrais problèmes liés aux différences finalement culturelles entre les deux religions et les deux populations. À Éléphantine, le dieu égyptien, c'est Khnum, c'est un dieu bélier. Il est adoré à Éléphantine dans un temple, et en plus on élève des béliers sacrés qu'on va enterrer ensuite, un peu comme on le fait pour les taureaux Apis, par exemple dans le nord de l'Égypte, les taureaux sacrés de Memphis, eh bien on le fait dans le sud, à Éléphantine, pour des béliers. Donc on les enterrera en grande pompe lorsqu'ils décèdent. Or, la garnison juive d'Éléphantine célèbre la Pâque, à un moment où elle va pratiquer le sacrifice du mouton. Alors le sacrifice du mouton d'un côté, et le bélier sacré de l'autre côté, forcément, ça crée des dissensions. Et il y a eu des émeutes anti-juives. Hein. Le temple a été pillé. Alors, à cette strate religieuse ou culturelle se superpose une strate politique, parce que la garnison juive est dirigée par un gouverneur qui est un gouverneur perse, parce qu'on est pendant l'époque perse, pendant la domination perse, et en fait le mouvement anti-juif va devenir un mouvement anti-perse aussi, et on est vers 510, et en 504, eh bien, excusez-moi, on est en 410, et en 404, eh bien, l'Égypte va se révolter contre les Perses, et elle va à nouveau être indépendante, mais la garnison juive va rester, elle change simplement de chef. Il y a des accords qui sont faits avec les grands prêtres de Jérusalem pour rétablir le culte, etc. Mais tout de même, on est un peu moins bien documenté après ces périodes-là sur la communauté juive d'Éléphantine. Très bien, merci. Et pour terminer, sa dernière question se porte sur le royaume de Jérusalem. A-t-il laissé une trace dans les écrits ? Car en effet, au temps de Samuel, il est dit que c'est un royaume très puissant. Y a-t-il une trace de ce royaume à partir de la chute de l'Égypte jusqu'à l'exil de Babylone? Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on entend par royaume de Jérusalem? On parle de chute de l'Égypte, donc je pense qu'il s'agit de la chute du Nouvel Empire, hein, la chute des Ramsès vers 1100 à peu près avant Jésus-Christ. Alors, effectivement, là encore, il faut bien comprendre conscience que la question n'est pas tellement est-ce qu'on a des sources égyptiennes sur ce royaume de Jérusalem, c'est est-ce qu'on a des sources tout court sur ce royaume de Jérusalem? Parce qu'en fait, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, les recherches archéologiques et textuelles depuis 30 ans, notamment les travaux d'Israël Finkelstein, archéologiques, et les travaux de Thomas Romer, hein, au niveau textuel, ont montré que le royaume de Jérusalem, ou on fait plutôt le royaume de Juda et le royaume d'Israël, qui sont sans doute deux entités politiques séparées dès le début, en fait, sont apparus à peu près au 10e ou au 9e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Les premiers documents en dehors de la Bible, ce sont des documents assyriens qui datent des années 850 à peu près. Donc, on a une apparition assez tardive de ces royaumes. Alors, du côté égyptien, on a une crise, de toute façon, politique et sociale de l'Égypte qui perdure jusqu'à peu près vers 950 avant Jésus-Christ, mais vers 925, le pharaon égyptien Sheshonq Ier va piller des villes de Palestine, il va faire une campagne en Palestine, qui est connue par des documents égyptiens, et aussi par une stèle égyptienne trouvée sur place, à Megiddo, et cette campagne montre que l'Égypte s'intéresse à nouveau à cet espace, mais essentiellement pour le contrôle des mines de cuivre du sud de la Palestine, et aussi pour le contrôle un peu des zones commerciales, des voies commerciales du nord. Mais le royaume de Jérusalem, qui est situé au milieu de ces secteurs, est ignoré de cette campagne, manifestement. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, c'est un tout petit royaume avec une toute petite capitale, pas très intéressante en fait, tout simplement. Hein, donc bon, les premières attestations historiques des rois judéens sont plus tardives. Et en fait, le grand royaume puissant qui est évoqué dans le livre de Samuel ou dans le reste de Deutéronome de manière générale, ce grand royaume-là n'a pas existé, en fait. Il a été, c'est le résultat d'une re-rédaction tardive de ces livres de la Bible, probablement à l'époque de Josias, au VIe siècle, à la fin du VIIe siècle plutôt, ou même à l'époque perse, hein, au 5e et au 4e siècle, à un moment donné où les Perses vont rendre la province de Judée aux Juifs en exil à Babylone, et où il faut justifier des frontières de cette province. Évidemment, on réclame le plus
hein. Donc, on invente à ce moment-là ce grand royaume de Salomon, en fait, qui n'a jamais existé, en fait, hein. On a dès le début deux petits royaumes. Ça ne veut pas dire que ces petits royaumes étaient inintéressants pour l'Égypte, pas toujours, hein. La preuve, c'est que la campagne de Sheshonq Ier vers 943 s'attaque probablement plutôt au royaume d'Israël, qui était de toute façon plus riche, avant de s'attaquer une deuxième fois peut-être au royaume de Juda, qui était moins intéressant. Mais l'Égypte va souvent soutenir ces petits royaumes dans leur résistance à l'impérialisme, aux invasions assyriennes ou babyloniennes. Et les rois babyloniens et assyriens le savent très bien. Derrière les révoltes des rois phéniciens et des rois de Judée et d'Israël, eh bien, il y a souvent la main du pharaon. D'ailleurs, il y a des mises en garde, hein. Les prophètes hébreux mettent en garde les rois de Juda qui s'appuient sur ce qu'ils appellent le roseau brisé, hein. L'Égypte est un roseau brisé qui s'enfonce dans la main de celui qui s'appuie dessus. Et c'est l'idée que l'Égypte n'est pas un allié fiable. Et effectivement, les Égyptiens n'ont pas toujours, à cette époque-là, les moyens de leurs ambitions, et ils se contentent de susciter les révoltes sans souvent aller les soutenir militairement, hein. Donc les relations sont assez tardives avec ces royaumes de Jérusalem. Et je connais aucun document égyptien qui cite précisément ces rois, hein, les rois de Jérusalem. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Pour le mot de la fin, quels seraient, si vous en avez, des conseils pour ceux qui sont par exemple au lycée et qui souhaiteraient se diriger vers des études d'égyptologie plus tard? Est-ce que vous aurez des choses à leur conseiller? Alors, il faut tout d'abord une bonne formation générale au lycée, avec, si possible, des langues étrangères, bon, l'anglais forcément, l'allemand de préférence, parce qu'il y a beaucoup de publications en allemand et que plus on le maîtrise tôt, mieux c'est. Les langues anciennes, hein, le latin, le grec, plus que le latin d'ailleurs, finalement, qui sont utiles. Et puis, ensuite, s'orienter vers un enseignement supérieur, en passant par une classe préparatoire, par exemple, littéraire, ou par l'université, bien entendu, hein, avec aussi l'optique d'un métier plus tard, hein, parce qu'un égyptologue, le terme d'égyptologue recouvre plusieurs métiers. Moi, je suis enseignant-chercheur, il y a des gens qui sont uniquement chercheurs, il y a des gens qui vont être conservateurs du musée, donc il y a énormément de métiers, hein, derrière il y a les archéologues, il y a les restaurateurs aussi qui sont spécialisés dans les objets égyptiens. Donc derrière le titre d'égyptologue, hein, qu'on donne à celui qui a une thèse en égyptologie, eh bien il y a souvent une grande variété de métiers, et l'idée du métier qu'on veut faire est importante aussi à avoir assez tôt, même si on peut toujours s'en brancher à un moment donné, mais dans le choix par exemple de la filière qu'on va faire à l'université, est-ce qu'on va choisir une filière plutôt histoire de l'art, plutôt archéologie, en fonction de ce qu'on veut faire plus tard, sachant qu'il existe ensuite des concours à passer et que il est nécessaire d'avoir une bonne formation universitaire et la formation qui va correspondre finalement aux ambitions qu'on veut se donner pour plus tard. Il faut savoir aussi être persévérant, hein, parce que c'est long, ce sont des études longues, et il faut surtout lire beaucoup, hein, ça c'est le plus important, lire et encore lire. Oui, absolument, lire et encore lire, et je dis à mes étudiants, lisez, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première vidéo. Je pense que tout le monde en a appris beaucoup. Moi, la première. Et j'espère que les universitaires ouvriront leurs portes pour que les étudiants l'année prochaine vous retrouvent. J'espère bien aussi, en tout cas, qu'on puisse diffuser aussi notre science à travers des canaux plus récents. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup.